Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 7 mars, jour de grève nationale. L'actualité, c'est d'abord l'acte 6 de la mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Un mouvement suivi de près par nos journalistes sur le terrain. Jean Milon était justement dans le cortège cet après-midi. Il nous donnera les détails. Focus également sur cette bataille juridique autour d'un projet immobilier validé par la municipalité du Ban-Saint-Martin, mais réfuté par un collectif de riverains, car le projet doit se tenir en lieu et place d'un parc. Et avec la crise énergétique, les producteurs et fournisseurs d'énergie tentent de sortir la tête de l'eau. L'une des solutions résiderait-elle alors dans l'énergie verte et locale? Réponse dans un instant. Côté ciel, le temps sera gris toute la journée avec en prime des précipitations. Les températures seront comprises entre 1 et 2 degrés le matin, mais la douceur s'installera l'après-midi avec 13 degrés au maximum. Grève nationale oblige. Notre invité du jour est le délégué CGT PSA Metz, Jean-Charles Paillet, bonsoir. Bonsoir. À Metz-Borny, les syndicats de Stellantis, ex-PSA, ont distribué des tracts devant l'usine avant de bloquer les entrées et sorties du site, puis de rejoindre la manifestation qui s'est déroulée tout à l'heure. On va faire le point avec vous dans quelques minutes, le temps de développer le reste de l'actualité. Vous l'avez compris, cette édition démarre dans la rue où la bataille contre la réforme des retraites prend un nouveau tournant. Les mouvements syndicaux ont clairement annoncé une France à l'arrêt, en tout cas leur volonté de mettre la France à l'arrêt. Et la mobilisation a été très suivie. En ce jour de grève nationale, nos caméras se sont glissées dans le cortège de cet acte 6 à Metz. Jean Milon, bonsoir. Quelle ambiance régnait ce mardi après-midi dans la capitale mosellane ? Bonsoir Uranie, eh bien écoutez, dans l'ensemble la manifestation s'est plutôt bien déroulée. Le cortège est parti place Mazelles un peu après 14 h. Il était très long, environ 17 000 personnes selon les syndicats. Pour dire quand les premiers grévistes sont arrivés place de la République aux alentours de 15h15, la queue du cortège n'était toujours pas partie. Dans celui-ci, bien sûr, de nombreux syndicats représentés, mais surtout un panel de population très large, des jeunes, des moins jeunes. J'ai aperçu également beaucoup de parents accompagnés de leurs enfants. Et puis sur les visages, une multitude d'émotions, de la colère chez certains, du désarroi pour d'autres, lassés sûrement de ne pas être entendus par le gouvernement. Mais il y avait aussi des rires, de la bonne humeur avec des chants et des danses, bref, des ambiances totalement différentes. Le centre-ville s'est vidé, lui, avec l'arrivée des manifestants. Les commerçants de la rue des Clercs par laquelle passait le cortège étaient cloîtrés dans leurs enseignes. On n'y voyait plus grand-chose d'ailleurs dans cette artère avec les nombreux fumigènes. C'est seulement vers 17 h que la fin du cortège est arrivée ici, place de la Comédie. Alors en quoi cette 6e journée de mobilisation se distingue par rapport aux précédentes ? Alors, mis à part les chiffres, Uranie, j'ai envie de vous dire que c'est dans les têtes, surtout qu'aujourd'hui, il y a peut-être une bascule avec cette perspective d'une grève générale et durable. Vous l'avez évoqué, certains syndicats veulent mettre la France à l'arrêt et paralyser l'économie. C'est la seule option, selon eux, pour enfin avoir gain de cause. Un des moyens employés pour y arriver, le blocage, par exemple, des raffineries pourrait créer de nouvelles tensions à la pompe. Et plus généralement, dans le secteur de l'énergie, les syndicats souhaitent des grèves reconductibles pour faire plier le gouvernement. Et pour ce qui est des mobilisations massives comme aujourd'hui, de nouvelles dates devraient s'ajouter rapidement. Justement, Jean, c'est quoi la suite de ce féroce combat contre cette réforme des retraites? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines? Eh bien, face à un gouvernement qualifié de sourd par les syndicats, les mobilisations de grande ampleur vont s'accumuler et s'intensifier, en commençant par demain, mercredi 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Le rassemblement devrait s'axer sur l'inéquité du projet de réforme pour les salariés féminins. À Metz, il y aura une mobilisation à 14 h devant le centre Pompidou. Ensuite, le 9 mars, ce sont les jeunes qui prendront le pouvoir. Objectif, dénoncer l'impact de la réforme sur ces derniers. Là, on n'a pas encore vraiment d'infos pour savoir si oui ou non quelque chose sera organisé localement. Enfin, on parle déjà du samedi 11 mars pour un nouveau rassemblement intersyndical. Une décision devrait être prise dans les heures qui viennent. Voilà, Uranie, on a l'impression que le bras de fer débuté mi-janvier ne fait aujourd'hui que commencer.
En effet, merci beaucoup Jean pour ces explications. On va quitter le cortège pour revenir quelques heures plus tôt avant le début de la manifestation. Nous voilà à l'hôtel de police de Metz, au cœur d'une cellule spéciale déployée à chaque événement qui pourrait troubler l'ordre public. Plusieurs opérateurs radio du SDIS, donc les sapeurs-pompiers, et de la police sont réunis pour suivre tout ce qui se passe depuis les caméras du dispositif de vidéoprotection. Le but, éviter que des groupes violents s'immiscent dans la foule, mais aussi sécuriser les manifestants lors de leur parcours. Jonathan Vaucher était sur place. À l'hôtel de police de Metz, c'est aussi une journée de mobilisation. Au centre d'information et de commandement, une cellule spéciale est ouverte. Baptisée Mosovo, elle sert notamment aux grandes opérations de service d'ordre. Le centre d'information et de commandement a pour rôle d'animer les conférences radio pour la sécurité publique en Moselle. Et donc aujourd'hui, on crée une cellule spéciale pour gérer la manifestation, pour pas que ça vienne empiéter sur les opérations de police-secours du quotidien en fait. Ici, quelques caméras sur les 200 à disposition sont scrutées sur le grand écran. Le but, permettre aux manifestants d'exercer leur droit de grève tout en préservant leur sécurité. Avant la manifestation, avant le jour J, il y a un gros travail de recueil d'informations qui se fait en parfaite collaboration globalement avec les organisateurs de la manifestation. Mais encore une fois, nous on n'est pas du tout dans le cadre d'une manifestation hostile aujourd'hui. On est partenaire avec les organisateurs. Et les organisateurs, en fait, ils nous demandent d'assurer leur protection. Aujourd'hui, on assure la protection des manifestants. Au micro, les opérateurs vont gérer les fermetures de route puis aider la soixantaine de policiers sur place, les CRS ou les sapeurs-pompiers. Une tour de contrôle dont le dispositif sera levé quand il n'y aura plus aucun risque de perturbation. Il n'y a pas que les retraites qui font monter le ton, l'augmentation des prix de l'énergie aussi. Elle impacte notamment les maires qui ont du mal à s'en sortir côté dépenses. Alors, le gouvernement a mis en place plusieurs aides. Pour les décortiquer, la préfecture de la Moselle a organisé hier soir une réunion d'information à Dieuze devant une centaine d'élus. On fait le point justement sur ces aides avec la sous-préfète de Sarrebourg-Château-Salins. Il y a à la fois le bouclier énergie, le tarif réglementé pour les communes qui ont moins de 10 salariés, avec un certain nombre de conditions, mais qui ont un tarif réglementé qui limite à 15% l'augmentation. Vous avez de l'autre côté l'amortisseur électricité pour, on l'a vu ce soir, toutes les autres communes de l'arrondissement, qui là leur permet de bénéficier grâce à une attestation téléchargée d'un soutien de l'État par le biais du fournisseur en électricité. Et puis se rajoute à l'un ou l'autre le filet de sécurité. Donc celui de 2022 a été présenté, voir comment ça a fonctionné en 2022 et les nouveautés pour 2023, les critères d'éligibilité, puisque vous l'avez vu, il y a un certain nombre de critères financiers, notamment le taux d'épargne brute de la collectivité et le fait que la dotation visera à compenser 50% de la différence entre la hausse du coût de l'énergie et la hausse des recettes. Avec cette hausse des prix de l'énergie, la facture de la région Grand Est s'élève cette année à 100 millions d'euros. C'est en partie pour cette raison qu'elle envisage de fermer 2 lycées professionnels en Lorraine, dont le lycée Hurlevent à Bérennes-les-Forbach. En plus des surcoûts énergétiques, le taux d'occupation de 35% rend le lycée trop coûteux. Cette fermeture pourrait avoir lieu à la fin de l'année scolaire 2023. En revanche, les formations professionnelles seront maintenues et transférées sur le site du lycée Blaise Pascal de Forbach, à 10 km de là. Les syndicats sont contre cette décision qui, à leurs yeux, risque d'aggraver encore plus les difficultés sociales rencontrées dans ce bassin de vie. Connaissez-vous le parc Young? C'est un domaine historique au cœur du Ban Saint-Martin qui va bientôt se déqualifier. Pour cause, le site est désormais la propriété d'un promoteur immobilier qui a en vue un projet de construction de logements qui devrait priver les lieux d'une partie de ces arbres centenaires. Un collectif d'une quarantaine de personnes a manifesté la semaine dernière devant les locaux du promoteur à Metz suite à une pétition massivement signée. Explication dans ce reportage. C'est un domaine qui fait partie de l'histoire du Ban Saint-Martin. Le parc Young et sa maison de maître bâtie en 1730 a été enclavé dans les murs du début du XXe siècle. Derrière, après plusieurs générations de propriétaires, c'est le promoteur habité qui va désormais construire un immeuble de standing de 2 étages. Un risque pour l'écosystème et les arbres centenaires selon l'association Auprès de mon arbre. Plus de 43 000 personnes ont signé une pétition.
La LPO Moselle est passée faire plusieurs relevés, a déjà relevé une petite vingtaine d'espèces avicoles protégées, sans compter donc les espèces d'écureuils, de hérissons, enfin d'autres espèces protégées. Voilà, ce relevé a été rendu difficile par le fait que comme le terrain est privé, on n'y a pas un accès facile. Il y a un promoteur qui a racheté ce parc-là et qui a prévu d'y construire un immeuble et donc voilà, les arbres devront être coupés et toute la faune qui y trouve refuge est évidemment impactée et va être mise en danger. Un faux argument lancé par les riverains du parc selon le maire. 60% du terrain arboré actuel sera conservé dans ce projet de 2016 cadré par une OAP. Cette orientation d'aménagement et de programmation protège aussi la maison historique. Seuls 13 arbres déjà fragilisés seront abattus. Si on prend le plan de l'immeuble tel qu'il a été présenté, sur lequel il n'y a même plus de piscine, puisqu'ils ont accepté de supprimer la piscine, et sur lequel ils ont réduit à 10 logements alors qu'il y avait moyen d'en faire 30, il y a en gros 25% de l'espace boisé qui va être bâti et tout le reste est préservé. Sur ce parc qu'on appelle le parc Young, aujourd'hui, il y a une douzaine de villas qui ont été construites il y a quelques années, alors qu'à l'époque, il y avait un projet de 180 logements à cet endroit-là, et que là aussi, je me suis battu pour qu'on le limite au maximum. Une trame verte traverse d'ailleurs la ville et protège les espaces verts incontournables. L'association a lancé un recours gracieux qui a été refusé. Elle demande désormais que l'écologie prime sur le droit de l'urbanisme. Aujourd'hui attaqué pour excès de pouvoir, l'élu se dit confiant. L'ARS a de nouveaux projets de santé en plus d'accentuer son volet prévention chez les jeunes et de recruter plus d'infirmiers et d'aides-soignants. Elle veut développer encore plus le service d'accès aux soins. C'est un centre de régulation médicale qui prend de plus en plus d'ampleur avec 40% d'appels en plus depuis 2019. Aujourd'hui, l'ARS souhaite communiquer autour de cette plateforme qui vise à désengorger les services d'urgence tout en assurant un parcours de soins fiable et efficace aux patients. Lamia Imer, déléguée territoriale en Moselle de l'ARS, développe ce point justement. Alors pour le citoyen, ça va lui permettre, en fait, s'il a un doute sur la façon dont il doit s'orienter vers tel ou tel système de santé, il appelle en fait le SAS et le SAS va le guider en fonction de sa pathologie, à savoir si effectivement ça nécessite le recours à un plateau technique d'un service d'urgence ou si au contraire ça peut être pris en charge en médecine ambulatoire et le cas échéant, si le médecin traitant n'est pas disponible ou s'il n'a pas de médecin traitant, le SAS peut l'accompagner à identifier un créneau auprès d'un professionnel de santé pour qu'il puisse avoir une évaluation complète et le cas échéant disposer d'une thérapeutique. On est en phase d'accélération, oui et non. Disons que on veut pouvoir s'adapter à la volumétrie d'appels qui existe actuellement et surtout être en capacité de vraiment pouvoir apporter une réponse aux citoyens indépendamment du service d'urgence pour lequel on a 30 à 40% de passages qui pourraient être évités et donc qui pourraient être pris par la médecine ambulatoire. Alors, comment fonctionne le service d'accès aux soins? Quels sont les autres projets de l'ARS? Découvrez tous les détails dans un article dédié, le tout sur notre site internet www.moselle.tv. On continue avec une nouvelle visite de Canton. Patrick Veyten s'est rendu à Marly où se situe l'entreprise Les Compagnons des Arts et du Savoir-faire, un lieu spécialisé dans le travail de la métallerie et la ferronnerie d'art mêlant techniques traditionnelles et nouvelles technologies. Regardez. Créativité, rigueur, l'entreprise Les Compagnons de l'Art et du Savoir-faire s'est spécialisée dans le travail de la métallerie et de la ferronnerie d'art. Escaliers, garde-corps, portails, restauration, les demandes de particuliers sont au cœur des projets en cours ou à venir. Mais aujourd'hui, l'idée est d'associer ces techniques traditionnelles et ce savoir-faire aux nouvelles tendances afin de réaliser un travail qui mêle passion et création. Donc on a le côté effectivement ferronnerie traditionnelle, donc sur tout ce qui va être travail à chaud, et on a le côté contemporain où on a justement une découpe jet d'eau pour pouvoir travailler la tôle de manière contemporaine. Pour répondre à la demande des particuliers, l'entreprise s'appuie sur une équipe jeune. Des histoires qui permettent à cet effectif de démontrer des qualités humaines, mais également professionnelles de par son investissement. Un travail et une réalisation qui se verraient être récompensés par la région. Donc moi je voulais être ici, on leur accordera de la belle qualité Moselle parce qu'ils le méritent, et ça donne également, et ça symbolise le talent du savoir-faire mosellan dans ces métiers. Le passage de témoin entre Bruno Jacquemot
Créateur de l'entreprise en 1992 et son fils, Mathieu, ne dénaturera en rien l'activité produite en ce lieu. Même avec l'arrivée de nouvelles technologies, tout ici n'est qu'une histoire de savoir-faire. Hausse des prix et crise énergétique, quelle solution face à cela? On en parle dans la chronique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Vous le savez, la crise énergétique touche tous les secteurs et aujourd'hui focus sur les producteurs et les fournisseurs d'énergie. À Metz, c'est l'UEM qui endosse cette cape depuis plus de 100 ans. Comment fait la société ainsi que ses clients pour faire face à cette crise sans précédent? Eh bien pour vous, Jean Milon a tenté d'y voir plus clair. Depuis tout temps, l'énergie est l'objet de toutes les convoitises. Aujourd'hui, sa maîtrise est devenue la priorité du siècle. La crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine, ont révélé notre dépendance énergétique, mais aussi et surtout qu'il était grand temps d'accélérer notre transition vers un monde décarboné. Cette prise de conscience, cela fait bien longtemps maintenant qu'UEM, fournisseur et producteur historique de gaz et d'électricité, l'a eu. L'exemple parfait, c'est cette centrale biomasse, vieille maintenant de plus de 10 ans. Ici, des dizaines de camions transitent chaque jour avec à leur bord 25 tonnes de plaquettes forestières. Ces plaquettes ensuite sont mélangées avec du bois du bois palette propre ou caisse propre, de telle manière à avoir un mélange homogène. Et ce mélange homogène est utilisé dans ces box ici, qui sont à partir de là entièrement automatiques. Un tapis transporteur amène ensuite la biomasse directement dans la chaudière. Cette biomasse est utilisée dans la chaudière pour fabriquer la vapeur. Une chaleur redistribuée enfin au travers de canalisations souterraines qui alimentent nombreux bâtiments publics ou logements collectifs de Metz et périphérie. C'est ce qu'on appelle ici le réseau de chaleur urbain. Sur le réseau de chaleur, 65% provient des énergies renouvelables, une trentaine avec la biomasse et le reste de l'usine d'incinération des déchets du UEM. Une incinération réalisée par Aganis. La vapeur est fournie ensuite à l'UEM. Les derniers pourcentages sont représentés par le gaz. L'augmentation des prix est donc bien moindre pour tous se connecter à ce réseau de chaleur local. Pour autant, UEM n'entend pas s'arrêter là. On travaille sur ces sujets avec un objectif de monter à 80%. Et ensuite, quand on sera à 80% à peu près, avec la biomasse plus l'incinération des déchets, le reste, on travaille déjà, mais là on est déjà à l'horizon 2040, sur les possibilités qu'aurait par exemple l'hydrogène ou des énergies autres renouvelables pour remplacer encore les 20% qui restent de gaz naturel sur le réseau de chaleur. Car tout est optimisé et le moindre centimètre carré exploité. Des panneaux solaires ont été installés ici pour satisfaire la consommation en électricité de la centrale biomasse. Donc à l'instar de l'indépendance énergétique liée à la biomasse, c'est l'indépendance énergétique liée à la production d'électricité. Il faut juste prendre un peu de hauteur pour le découvrir. La production photovoltaïque contribue et contribuera à constituer le mix de production énergétique de demain. Pour plusieurs raisons, déjà, la filière s'organise en France. Aujourd'hui, il y a des filières de production de matériel qui s'organisent et la technologie a bien évolué et permet aujourd'hui d'atteindre des rendements énergétiques intéressants. Ensuite, il y a la possibilité de produire localement de l'énergie qu'on va consommer localement. Nous sommes des producteurs, nous sommes des distributeurs et nous sommes des fournisseurs. Et nous souhaitons en ce sens augmenter notre production verte d'électricité avec un objectif qui est fixé aux alentours de 200 mégas dans un futur proche. Ça correspond à l'équivalent de consommation de 40 000 logements. Pour tendre vers cet objectif, UEM a développé une filiale Energreen, une démarche d'investissement sur le long terme qui s'inscrit pleinement dans une politique de production d'énergie verte et de développement durable. La répercussion, un meilleur contrôle des prix. Barrages hydroélectriques, cogénération, éolien ou encore panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, 70% de la production d'électricité du UEM provient des énergies renouvelables. D'une manière générale, l'UEM ne veut plus s'engager sur des productions de gaz, trop instables et surtout polluantes. Sa priorité aujourd'hui, c'est le photovoltaïque. On se focalise sur le photovoltaïque avec deux formats.
les grands champs, c'est-à-dire utilisation par exemple de friches industrielles pour poser des champs éoliens, et puis l'aspect clientèle sur lequel on développe maintenant depuis quelques mois des offres pour des clients, collectivités locales, entreprises, qui ont des toitures, qui ont des terrains disponibles et qui sont intéressés par l'installation et le financement d'une centrale photovoltaïque. Donc ça, c'est vraiment un axe essentiel de développement pour nous. Le renouvelable, une solution donc toute trouvée pour faire face à la crise énergétique et trouver une certaine autonomie. Pour l'UEM, ces derniers mois n'ont fait que conforter ses orientations stratégiques prises ces 20 dernières années. Nous, on n'a pas pris de virage écologique parce que ça fait un moment qu'on est dedans, au travers des productions hydrauliques, au travers de la cogénération. Évidemment, on participe à ce phénomène en essayant de développer nos productions d'énergie renouvelable au travers de la biomasse, tout en étant modéré et prudent sur la biomasse, parce qu'évidemment, il y a la problématique de la ressource derrière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus épuiser la ressource bois, puis en cherchant par tout moyen possible aussi à réduire les consommations des clients. Ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu paradoxal pour un fournisseur, c'est d'inciter ses clients à moins consommer, et pourtant, aussi bien dans la période de sobriété de cet hiver que d'une manière générale, c'est une démarche dans laquelle on est pleinement engagé. Ces efforts, que ce soit de la part des clients, avec près de 10% de consommation de gaz et d'électricité en moins ces derniers mois, ou des fournisseurs et producteurs comme l'UEM, permettent à leur tour de détendre de nouveau le marché. Un gage de pérennité économique, l'énergie étant le fondement de toutes les activités. Et maintenant, retour sur la forte mobilisation de ce 7 mars, largement suivie avec parfois des blocages dans certaines usines. On en parle avec notre invité. Jean-Charles Paillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué CGT PSA Metz. C'était évident pour le syndicat aujourd'hui de se rallier à cette grande grève nationale? Notre syndicat est déjà rallié depuis le début de ce mouvement à toutes les manifestations et toutes les actions qui sont faites sur la Moselle. Donc il était clairement pas envisageable de ne pas participer. Donc nous, on est vraiment sur ces actions, contre la réforme des retraites. Et on est de toutes les actions qui sont menées dans le coin. Combien de grévistes, si vous avez une tendance au moins sur les deux sites? Je pense, sur les deux sites, je ne sais pas trop pour Trémery, mais pour ce qui est du site de Metz-Borny, il doit y avoir au moins une trentaine de camarades et de collègues qui étaient en grève aujourd'hui. À savoir que chez nous, on peut faire aussi 1 heure, 2 heures, 3 heures de grève, pas forcément toute la journée. Donc voilà, on a des collègues qui ont débrayé en fin de poste, qui ont rejoint le mouvement, qui ont rejoint la manifestation. Mais je pense qu'on doit être au moins aux alentours de 30%. Alors vous n'en êtes pas à votre premier mouvement de grogne. Déjà quand vous aviez revendiqué une hausse des salaires que vous avez réussi à hauteur de 5,3%, suivi d'une première prime exceptionnelle de 1 000 €. Dernièrement, la direction de Stellantis à l'échelle mondiale a débloqué 2 milliards, une prime d'au moins 4 000 € par salarié. Et ça ne suffit pas pour les syndicats. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un groupe Stellantis qui a dégagé 17 milliards de bénéfices sur l'année 2022. Je reviens juste sur les 5,3% qu'on a obtenus pour les NAO. En fait, on a eu 4,4% d'augmentation générale. Le reste, c'est des augmentations individuelles qui sont un peu à la tête du client chez nous. Donc voilà, 4,4% quand on sait que l'inflation était plutôt à cette époque-là vers 8, 9, 10. On était largement en dessous de ce qu'on aurait dû avoir. Et au vu des milliards qui sont engrangés et qui sont quand même le fruit de notre sueur et de notre travail, donc on s'estime lésé en fait par la prime qu'on a eue, les primes et la hauteur et les augmentations de salaire. Parce que les syndicats trouvent que ce sont les actionnaires qui sont privilégiés. Donc 2 milliards qui sont redistribués aux salariés, mais 4 milliards aux actionnaires. Mais clairement, mais depuis des années, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à chaque fois les actionnaires qui engrangent le plus de bénéfices, de plus d'argent sur les bénéfices, et les salariés sont toujours mis un peu à la marge. Et on a vraiment le minimum du minimum à chaque fois. Et on le voit quand on discute avec les collègues. C'est même sur la bataille sur la réforme des retraites, on en vient toujours quand même à parler des salaires et des conditions de travail. Alors concrètement, qu'est-ce que vous revendiquez? Qu'est-ce que vous réclamez? Nous, ce qu'on réclamait, c'était minimum. Nous, ce qu'on réclamait en termes de salaire sur le site de PSA Metz-Borny, c'était 400 € net par mois, en plus. C'est à peu près, quand on fait le bilan, quand on discute avec les collègues, c'est ce qui manque à la fin du mois pour pouvoir vivre correctement.
Donc nous, c'est ce qu'on demandait. Et au vu des milliards qui sont engrangés par Stellantis, c'est tout à fait faisable. Et pour terminer, jusqu'où vous pensez aller dans cette mobilisation? Vous allez continuer de montrer les crocs, si je puis dire? Et nous, on va continuer jusqu'au retrait de cette réforme. Et en fait, il y a deux axes. On parlait de blocage aujourd'hui, il y a deux formes de blocage. Le premier blocage dans les entreprises, c'est de mettre les collègues en grève. Si les collègues sont en grève, l'économie, au moins minimum de la boîte là où on travaille, elle est bloquée. Ça, c'est un premier blocage. Le deuxième blocage, c'était d'aller un peu sur les axes routiers, faire des ralentissements. Nous, on n'a pas bloqué devant l'usine, on a fait des ralentissements et on a distribué de l'information à la population et aux salariés des entreprises un peu aux alentours. Et donc voilà. Et de là, on voulait aussi les mobiliser pour participer à la mobilisation de cet après-midi. Bien, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci. À bientôt. Et pour conclure cette édition, retour sur la signature d'une convention entre le département de la Moselle et la Banque de France. Il s'agit là d'un partenariat pour accompagner et soutenir la population fragile sujette à l'endettement ou au surendettement. Pour cela, la Banque de France propose des formations auprès des travailleurs sociaux, premier interlocuteur dans cette population à risque. En 2022, 68 professionnels ont bénéficié de ces formations pour se perfectionner sur les procédures adéquates. Cette convention d'engagement avait déjà fait l'objet d'une signature en 2019. Elle vient donc d'être renouvelée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez à nos côtés en téléchargeant l'application Moselle TV. Pour la suite de votre programme, Moselle Sport à 18h30, suivi d'un nouveau 100% jeunesse tourné au Salon de l'Agriculture. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.